Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission Vos assurances au quotidien. Et aujourd'hui, on va parler de l'assurance de vos prêts immobiliers ou tout autre prêt d'ailleurs qui puisse être professionnel, personnel. On peut aujourd'hui assurer un prêt bancaire, mais on peut également assurer un rachat de soult, un prêt familial. Il y a différentes possibilités aujourd'hui de se faire prêter de l'argent. Et à partir du moment où vous faites prêter de l'argent par une banque, un particulier ou une entreprise, on vous recommande, voire on vous impose de prendre une assurance emprunteur. Aujourd'hui, on va rester sur le domaine de l'immobilier, puisqu'on ressent aujourd'hui un frémissement du marché, avec à nouveau des emprunteurs des acquéreurs immobiliers qui ont recours à des emprunts. Et pour ça, dans leur dossier, ils doivent souscrire une assurance emprunteur. L'assurance du prêt immobilier, on me demande souvent si elle est obligatoire ou pas obligatoire. Aujourd'hui, si vous souscrivez une assurance de prêt immobilier, bien sûr, elle est imposée par la banque, mais en soi, il n'y a pas forcément d'obligation d'avoir une assurance emprunteur. C'est juste que aucune banque n'acceptera de vous octroyer un crédit si vous n'en souscrivez pas une, à moins de disposer d'un solide patrimoine et de le mettre en garantie. Ça peut être une maison avec un système de prêt hypothécaire ou un contrat d'assurance vie ou un compte titre avec, on va dire, un nantissement. Ça, je l'ai vu dans mon ancien passé de gestionnaire de patrimoine où effectivement on pouvait dégager des lignes de crédit pour permettre à mes clients de l'époque de financer des biens immobiliers en prenant en garantie un placement ou un autre bien, mais dans la pratique aujourd'hui, ça se fait plus parce que le banquier, lui, veut avoir la certitude qu'effectivement, si on rencontre un événement grave comme un décès, une invalidité ou une incapacité temporaire de travail, la fameuse ITT, le banquier veut avoir la certitude de pouvoir activer des garanties immédiatement. Cette assurance emprunteur, où on parle d'assurance de prêt ou de crédit, c'est une garantie, un contrat d'assurance, une garantie qui va être souscrite pour couvrir un emprunt, donc un prêt immobilier ou un crédit à la consommation dans la plupart du temps, pour garantir le paiement des échéances du prêt dans le cas où vous, emprunteur, vous seriez dans l'incapacité de rembourser l'intégralité du capital restant dû. Ça représente un contrat de sécurisation patrimoniale, puisque cette assurance va vous permettre de protéger votre budget, puisque en cas d'incapacité, vous allez avoir votre mensualité qui va être tout ou partie prise en charge par l'assurance, qui va honorer les échéances du coup de la banque à votre place. Votre entourage aussi, ça va le protéger, puisque si demain vous avez une invalidité qui vous tombe sur le coin de la figure et que vous avez un prêt qui est pas assuré, voire mal assuré, vous pourriez être amené, en fonction de votre taux d'invalidité, à ne pas avoir de complément de ressources pour faire face aux mensualités. Si elle a un caractère obligatoire, cette assurance emprunteur, elle est quand même fortement conseillée. Je pense que si on faisait un sondage auprès des emprunteurs, à savoir, souhaitez-vous l'assurance emprunteur, oui ou non, même les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec les chiffres ou la gestion de leurs finances et de leur patrimoine, diraient, je pense, dans 99,9% des cas, oui, cette assurance-là, je la prends. On va noter aussi que si vous êtes plusieurs co-emprunteurs, en cas d'imprévu, la part du capital restant dû sera remboursée à hauteur de la quotité souscrite. Je vous donne un exemple, j'en ai un assez complet pour la fin de l'émission, mais je vous donne un exemple. Si monsieur emprunte avec madame et qu'on a des quotités de capital qui sont assurées à 50%, ça veut dire que si monsieur décède et que le capital est assuré à 50%,
il y a encore 50% du capital qui est à rembourser par madame. Moi, je conseille plutôt de passer sur un 100 et 100, mais ça n'engage que moi. J'ai plutôt une vision assurantielle de la chose et de prévoyance. Faut pas hésiter aujourd'hui à monter les garanties pour être tranquille. C'est pas non plus parce que la banque vous impose des quotités minimum que, à titre personnel, il faut souscrire ces quotités minimum. Là, on imagine les conséquences financières de mon exemple qui peuvent être graves, surtout si on a une disparité de revenus à l'intérieur du foyer. Aujourd'hui, si vous décidez de souscrire un contrat emprunteur, vous allez le faire donc à la souscription de votre emprunt, mais vous pouvez également le faire en cours de vie du prêt. Je vais vous parler un petit peu après de l'assurance avec le dispositif de la loi Lemoine, qui va permettre à chaque emprunteur de choisir finalement son assureur et de l'imposer. On va dire en tout cas de le proposer à la banque. Il faut qu'il y ait une équivalence des garanties, mais de le proposer lors de l'instruction du financement immobilier, ce qui était quand même compliqué il y a quelques années encore. Et la loi Lemoine présente aussi l'avantage de pouvoir changer, de pouvoir proposer une substitution de l'assurance en cours de vie du prêt. Et ça, c'est vraiment un vrai plus pour le consommateur. Tout ce qui a été fait depuis les dernières années avec la loi Châtel, la loi Hamon, qui permet aujourd'hui de changer d'assurance plus facilement pour les assurances du quotidien, à savoir l'auto, l'habitation. Maintenant, avec la loi Lemoine, on est dans un dispositif qui est similaire, dans le sens où on va pouvoir changer plus facilement d'assurance en cours de route, en cours de vie du prêt. Je note que souvent les banques, on crache pas dans la soupe, bien sûr, on a besoin des banques. Elles sont un rouage essentiel pour notre économie, bien sûr. Mais je remarque, moi, dans les entretiens que je peux faire avec les prospects qui viennent à l'agence ou mes clients qui nous sollicitent pour une assurance emprunteur, lors de la mise en place du prêt, il y a entre guillemets un chantage qui est souvent proposé aux clients et qui donne pas forcément une bonne image de la banque. C'est-à-dire que vous êtes emprunteur, vous décidez de faire une substitution d'assurance, une délégation d'assurance à la mise en place du prêt. Vous décidez par exemple de venir chez Gann Assurance et votre banquier vous dit écoutez, oui, la délégation d'assurance c'est possible. Par contre, le taux du prêt, ça va pas être 3,5, ça va être 3,8. Donc ça, le banquier, lui, il est libre, bien sûr, de proposer le taux qu'il veut. Par contre, pour l'emprunteur, ça représente quand même un surcoût important. Donc, finalement, les clients n'ont pas forcément le choix. C'est pas forcément un choix éclairé. C'est plutôt un choix qui est imposé. Donc, aujourd'hui, moi, dans la pratique, en tant qu'agent général, je vois plus de substitution d'assurance que de délégation d'assurance à la mise en place du prêt. J'allais vous dire aujourd'hui, avec la loi Lemoine, vous pouvez tout à fait profiter du taux qui vous est proposé par la banque en partant sur le taux, on va dire catalogue avec l'assurance emprunteur proposée par le contrat groupe de la banque, et puis changer après, il n'y a pas de souci, ça vous permet d'avoir les deux avantages, le taux au départ et des économies éventuelles sur l'assurance emprunteur plus tard. Je voulais vous donner également quelques chiffres, chers auditeurs, sur le pourcentage de clients, de dossiers d'emprunteurs qui sont en délégation d'assurance. Aujourd'hui, vous avez 80% des emprunteurs qui souscrivent leur assurance directement dans les banques qui leur accordent le crédit. Parfois, c'est pour des raisons de praticité. On peut s'éviter également des démarches administratives, puisque maintenant, avec les signatures électroniques, des demandes de prêt, des offres de prêt, des contrats, c'est souvent plus pratique de faire comme ça. Ça, c'est une certitude. Mais le plus souvent, par manque de connaissance de la législation qui autorise désormais avec la loi Lemoine à souscrire un contrat d'assurance auprès d'un établissement différent, eh bien, les clients des banques vont, pour toutes ces raisons, choisir plutôt de partir avec la banque. Alors qu'on peut réaliser aujourd'hui des économies importantes. Je vous montrerai dans mon exemple. Donc je vous disais, vous avez 80% des emprunteurs qui souscrivent le contrat entre guillemets groupe de la banque, et vous avez 20% des emprunteurs qui font appel à des assureurs particuliers pour leur délégation, c'est-à-dire à la mise en place du contrat avec un autre assureur ou une substitution d'assurance. Ce point-là, il est très important, c'est-à-dire qu'il faut distinguer aujourd'hui l'assurance emprunteur de groupe
et l'assurance emprunteur individuelle. Et dans cette explication, je vais vous montrer que c'est pas forcément, selon votre situation, une bonne idée. C'est plutôt une bonne idée, mais c'est pas forcément une bonne idée de partir sur un contrat individuel. Je vais vous expliquer pourquoi. Le principe d'une assurance de groupe, c'est qu'on va être dans un système d'assurance collective, alors que dans une assurance emprunteur de type individuel, le mode de calcul et le coût de l'assurance va être spécifique non pas à un groupe d'individus où on va avoir une mutualisation des risques liés à la santé, notamment de l'emprunteur, puisque là on parle en assurance de personnes et pas en assurance des biens, alors que sur un contrat individuel, on va avoir un tarif qui va être à la carte. C'est-à-dire en fonction de votre âge, du fait que vous faites des sports à risque, du fait de votre profession, du nombre de kilomètres aussi que vous faites dans une année, de votre statut. Il y a des différences importantes. Le fait que vous fumez aussi, hein, ça c'est une discrimination au niveau du tarif qui est importante. Donc si vous optez aujourd'hui pour un contrat de groupe proposé par votre banque, votre taux d'assurance emprunteur, il sera défini par l'établissement et calculé en fonction du capital emprunté. C'est un contrat standard qui est proposé aux mêmes conditions pour tous les clients de la banque, d'où son nom. C'est-à-dire que si j'ai 45 ans et que je suis fumeur, je vais payer le même prix que si j'ai 45 ans et que je ne suis pas fumeur. Il va y avoir une mutualisation du risque. Le bémol de l'assurance collective, vous avez compris pourquoi du coup, c'est qu'elle va répartir les risques entre tous les emprunteurs indépendamment de leur âge ou de leur situation de santé. C'est pourquoi elle peut s'avérer en fait coûteuse. Si vous êtes jeune et si vous êtes en bonne santé, il vaut mieux envisager un contrat de prévoyance emprunteur individuel plutôt que collectif. Si vous avez fait le choix de la délégation d'assurance emprunteur, sachez que le coût il va être calculé en fonction du capital restant dû. Alors que pour un contrat groupe, c'est en fonction du capital emprunté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un contrat dit de groupe, je vais payer un pourcentage qui va être un pourcentage donc du capital emprunté. Il va rester le même du début à la fin. Alors que si j'ai un contrat individuel, je vais avoir des cotisations qui vont être calculées sur le capital restant dû. Ça veut dire que de façon arithmétique, je vais avoir une prime qui va diminuer avec le temps, puisqu'elle est calculée sur le capital qui me reste et j'amortis mon capital un peu tous les jours, chaque mois, chaque année, jusqu'à la fin de mon prêt. Donc j'ai une prime qui va être recalculée à la baisse. Et cette prime-là, elle va être aussi pondérée par l'augmentation de l'âge. Donc sur l'emprunteur, j'ai toujours la même mensualité. Sur l'emprunteur de groupe, sur l'assurance dite individuelle, je vais avoir deux éléments tarifants et évolutif, c'est mon âge et c'est mon capital restant dû. Pour faire simple, quelqu'un qui emprunte très tôt sur une assurance emprunteur, il va être toujours sur la même mensualité pour un contrat dit de groupe, alors que pour une assurance individuelle, je vais avoir sur une durée de 20 ans, 25 ans, ça va plutôt ressembler à une courbe en S. C'est-à-dire que je vais à un moment donné payer. Avec l'augmentation de l'âge, je vais payer un petit peu plus. Et puis après, donc le poids, si vous voulez, de l'augmentation de l'âge est peut-être plus important que la diminution de la prime par rapport au capital restant dû, puisqu'aujourd'hui on emprunte sur des durées qui sont longues. Et puis avec le temps, je vais avoir mon capital restant dû qui va diminuer. Je vais avoir une espèce de courbe en cloche. Alors quand on regarde, sans être trop technique, puisqu'on est à la radio, je peux pas vous faire de croquis, mais suivant votre âge, vous pouvez très bien, quand vous comparez une prime d'assurance emprunteur sur un capital emprunté ou un capital restant dû, en fonction de votre âge, vous pouvez rentrer dans la phase ascendante du coût ou bien rentrer dans la phase descendante du coût. Voilà. Aujourd'hui, un contrat de prêt est détenu en moyenne 7 ou 8 ans. C'est une moyenne qui évolue un petit peu chaque année en fonction des demandes de prêt, en fonction des conditions des banques. Là, les banques aujourd'hui font plus de prêts sur 30 ans, donc forcément on a peut-être des durées moyennes qui sont recalculées. Mais voilà, dans l'idée c'est ça, c'est que vous avez des différences de tarifs qui sont fonction du type de contrat et également en fonction du type de votre état de santé. Ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Si aujourd'hui les banques ont tendance à se montrer quand même insistantes sur le fait de souscrire absolument leur contrat groupe avec la loi Lagarde,
Ça, c'est encore un dispositif qui est hyper intéressant pour les emprunteurs en tant que consommateur, puisque aujourd'hui le consommateur est de plus en plus protégé pour n'importe quel domaine de la consommation. Avec la loi Lagarde, qui est en place depuis quelques années, la banque ne peut pas conditionner une offre de prêt à la souscription de l'assurance emprunteur. Et comme je vous disais il y a quelques minutes, conditionner, ça peut être je vous fais le prêt si vous prenez l'assurance avec mon contrat groupe de la banque, et je vous fais pas le prêt si vous le prenez à l'extérieur. Voilà, ça c'est interdit. Maintenant, il y a rien qui encadre le fait qu'un banquier puisse dire: écoutez, monsieur Trouche, le taux c'est 3,5. Par contre, si vous prenez l'assurance emprunteur, on passe à 4. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà. C'est un peu ça qui est comme phénomène qu'on rencontre quand on discute avec nos clients. Mais ce qui est important, je dirais, au bout du compte, c'est de pouvoir bénéficier de l'offre la plus adaptée à votre profil, au meilleur prix, en sachant que vous devez fournir impérativement les garanties minimales qui sont exigées par l'établissement prêteur. Pour ça, il faut réaliser un comparatif entre les assurances. Donc ça, nous, à mon agence Jean Jaurès, et d'une manière plus globale au GAN, on peut vous expliquer les différences fondamentales entre les différentes offres que vous pouvez avoir. Et je dis également, faites attention aux courtiers en ligne. Il y a à boire et à manger. Il y en a qui sont très compétents. Ça peut être effectivement pratique si vous n'avez pas le temps de vous déplacer. Attention à l'équivalence des garanties. C'est pas parce que la banque vous impose des garanties minimales que ces garanties vont forcément correspondre à votre besoin. Depuis juin 2022, la loi Lemoine a remplacé la loi Hamon, qui datait de 2014, et l'amendement Bourquin, qui a été fait en 2018 et qui permettait aux assurés de résilier à tout moment l'assurance de prêt sans condition de délai. Alors, ça concernait uniquement les prêts immobiliers à usage d'habitation avec obligation d'équivalence de garantie. En parlant des garanties, c'est important de savoir qu'est-ce que je peux avoir aujourd'hui comme garantie sur mon assurance emprunteur. Les garanties d'un prêt, en fait, elles vont correspondre au risque qui va être couvert suite à un accident ou une maladie. Et l'étendue de ces garanties va dépendre de plusieurs critères, comme la nature de l'opération, une résidence principale ou un investissement locatif, et puis bien sûr si vous êtes sur un contrat individuel en lien avec votre état de santé. Je précise aussi que sur les contrats groupes, c'est le tarif qui est le même pour tout le monde. Il y a aujourd'hui des dispositifs qui permettent de s'assurer avec un risque aggravé de santé. Ça a été un vrai plus. Il y a un droit à l'oubli aussi au niveau des assurances emprunteurs, mais en fonction du type d'opération, vous allez avoir des risques à minima qui vont être demandés d'être couverts par la banque. La garantie décès, c'est la garantie principale. Elle va couvrir le décès de l'emprunteur. C'est-à-dire que si vous êtes assuré à 70% sur un emprunt, vous venez à décéder, 70% du capital restant dû et payé directement par la compagnie d'assurance à la banque. L'assurance emprunteur, c'est un contrat de prévoyance. En contrepartie d'un risque, d'une prime que je paye, on garantit un risque et il y a un souscripteur et il y a un bénéficiaire. Sauf que là, le souscripteur du contrat, il est un petit peu différent. C'est en fait vous. Alors sur un contrat groupe, en fonction du type de régime, si c'est un contrat type associatif, c'est l'association de gestion qui va peut-être souscrire pour vous. Je rentre pas plus dans le détail que ça. Donc vous avez un souscripteur, ça va être vous. L'assuré, ça va être vous. Le bénéficiaire, par contre, vous pouvez pas choisir le bénéficiaire que vous voulez. Le bénéficiaire d'une assurance emprunteur, c'est la banque, c'est pas un tiers. Pour ça, il faut partir plus sur la prévoyance pure. On va avoir d'autres garanties qui vont vous couvrir. On va avoir la perte totale et irréversible d'autonomie, l'invalidité permanente totale ou partielle, la perte totale et irréversible d'autonomie, ce qu'on appelle communément PTIA, ça va couvrir l'incapacité d'exercer toute activité rémunérée. Et pour être dans cette catégorie, l'assuré doit avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour remplir 3 des actes de la vie quotidienne. Je rappelle, c'est s'alimenter, se vêtir, faire sa toilette et se déplacer. Ensuite, on va avoir l'invalidité permanente totale. Ça, c'est une impossibilité définitive et permanente d'exercer toute activité rémunératrice. Le taux, il est compris en général entre 66 et 99% d'invalidité. Je précise bien, le diable se cache dans le détail, et ça, dans un contrat, c'est terrible, ce fameux mot qui est toute. Donc toute, par définition, ça veut dire n'importe laquelle. Donc je reprends mes notes. L'impossibilité définitive permanente d'exercer toute activité rémunératrice. Ça veut dire que si vous êtes capable d'exercer une activité qui est
différente de celle que vous exerciez au moment où vous avez souscrit l'emprunt, il n'y aura pas forcément d'indemnisation. Et après, on va partir sur l'invalidité permanente partielle, la fameuse IPP. Et là, ça va couvrir une absence de pouvoir exercer une activité professionnelle adaptée. Et le taux contractuel d'invalidité doit généralement être compris entre 33 et 66%. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une pause musicale et après je vous retrouve pour vous parler de la dernière garantie d'une assurance emprunteur, c'est l'incapacité temporaire totale de travail, la fameuse ITT. À tout de suite. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. On se retrouve pour cette émission consacrée aujourd'hui à l'assurance de vos financements, de vos prêts immobiliers. À l'instant, avant la pause, j'étais en train de vous parler des garanties qui sont proposées sur les contrats d'assurance emprunteur. On avait la garantie décès, on avait la perte totale et irréversible d'autonomie, l'invalidité permanente totale et l'invalidité permanente partielle. C'est pas gai tout ça. La garantie aujourd'hui qui fait l'objet de beaucoup d'études et qui coûte le plus cher finalement dans un prêt, c'est la dernière garantie du contrat, mais c'est pas la moindre, c'est l'incapacité temporaire totale de travail, la fameuse ITT. Cette garantie elle va être activée de manière en fonction d'un délai de carence, je cherchais mes mots, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes dans l'impossibilité temporaire et pas définitive, c'est la différence avec l'invalidité. Si vous êtes dans l'impossibilité temporaire d'exercer une activité, pendant cette période, l'assurance prendra en charge les échéances de remboursement. Cette garantie, elle s'arrêtera dès lors que vous aurez repris votre activité professionnelle. Là-dessus, j'insiste beaucoup sur l'étendue des garanties. Pour l'incapacité temporaire totale, vous avez 2 modes d'indemnisation. C'est un peu technique, mais ça mérite d'être souligné. Je pense qu'il y en a un qui est plus intéressant que l'autre, mais encore une fois, ça n'engage que moi. Vous avez un système d'indemnisation, entre guillemets, indemnitaire. Et vous avez un système d'indemnisation forfaitaire. Quelle est la différence entre les deux ? Si je suis en incapacité de travailler et que j'ai une mensualité de 1 200 € par mois, si je suis sur un système d'indemnisation forfaitaire, dès lors que je peux justifier après un délai, on va parler des franchises parce qu'il y en a aussi dans l'assurance emprunteur, on va en parler après, mais si je suis indemnisé à partir du 3e mois, par exemple, ou du 4e mois, avec une indemnisation forfaitaire, l'intégralité de ma mensualité, soit 1 200 €, sera prise en charge par l'assureur. Plutôt bien. Si je suis sur un mode indemnitaire, l'assureur va me demander, avant de payer, c'est tout à fait normal, des justificatifs de perte de mes revenus. Et s'il s'avère que finalement, entre tous les dispositifs, la sécurité sociale, ma prévoyance complémentaire individuelle ou collective, si finalement, quand on fait le calcul, l'assureur s'aperçoit que vous n'avez perdu à cause de votre incapacité que 1 000 €, eh bien, il indemnisera 1 000 €. C'est la différence entre un mode indemnitaire et un mode forfaitaire. Aujourd'hui, je l'ai vu il y a pas longtemps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les banques proposent plutôt des contrats forfaitaires. Mais il y en a encore quand même quelques-unes. J'ai eu un dossier il y a quelques semaines où j'étais sur un mode indemnitaire. Et mon client qui est venu me voir m'a donc demandé une substitution d'assurance. Donc j'ai regardé les modes d'indemnisation. Enfin, on était vraiment raccord sur tout. Et je me suis rendu compte que son mode sa garantie était activée selon un mode indemnitaire. Et ça fait quand même une sacrée différence parce que vous avez des gens qui n'ont pas forcément, je parle notamment certains travailleurs non salariés, qui vont avoir le régime obligatoire de base, c'est-à-dire un socle financier minima, qui n'ont pas forcément des compléments de substitution de revenus. Donc le reste à charge, dans ce cas-là, il peut être relativement important. Bon, donc dans ce cas-là, on privilégiera quand même, je pense, le mode forfaitaire, qui lui est plus intéressant de mon point de vue que le mode indemnitaire. Il faut faire également attention, pareil, j'ai eu le cas sur un autre dossier il y a pas plus tard que 15 jours. J'ai un de mes clients qui m'a demandé une substitution d'assurance, donc j'ai regardé l'équivalence des garanties. Et bien sûr, j'ai refait le point sur son dossier, sur ce qu'il recherchait. Bon, je savais que mon client était pompier, un pompier professionnel. Bon,
Il me dit oui, mon contrat apparemment il me couvre bien, etc. Et puis je reprends la demande de prêt. Et là en fait je vois au niveau de la profession fonctionnaire. Alors fonctionnaire c'est pas une profession, un fonctionnaire c'est un statut. Et puis dans les fonctionnaires vous avez des gens qui portent des armes, vous avez des gens qui ont des métiers risqués, vous avez des gens qui ont des métiers administratifs. Donc le risque est pas le même. Donc pour l'assurance ça fait une sacrée différence. Eh bien il a contacté sa banque. Parce qu'il y avait une différence de prix importante entre ce que je lui proposais et ce qu'il avait actuellement. Et lui, le but, c'était aussi de payer moins cher. Mais en fait, il s'est rendu compte qu'il n'était pas couvert. Parce que c'était une exclusion du contrat, ou en tout cas, fallait le signaler et payer un petit peu plus. Donc, l'avantage, je dirais, de changer d'assurance emprunteur, ça peut être aussi l'occasion de regarder si actuellement vous êtes bien couvert, de refaire un point sur vos besoins, parce que vos besoins d'hier sont pas les besoins de maintenant et peut-être pas les besoins futurs. Donc ça, il faut l'anticiper. C'est important, et les conséquences financières, vous imaginez, sur un emprunt, souvent l'achat immobilier, c'est l'investissement patrimonial d'une vie. N'hésitez pas à refaire le point avec vos conseillers d'assurance pour être sûr que demain puisse ressembler à ce que vous voulez aujourd'hui, c'est-à-dire protéger votre famille et protéger votre patrimoine. Je vais vous parlais également d'un délai de franchise. Le délai de franchise, c'est quoi ? C'est un délai qui va être imposé. C'est une période pendant laquelle la garantie a pris effet, mais aucune prestation ne peut être versée à l'assuré. Cette période, elle va commencer au premier jour du sinistre, par exemple au premier jour d'un arrêt de travail. Et puis après, dans la constitution de votre dossier, vous pourrez choisir. On va plutôt vous imposer. Dans ce cas-là, on va plutôt vous proposer un délai de franchise de 90 jours. C'est ce qui est proposé la plupart du temps par les banques. C'est-à-dire que vous serez indemnisé à partir du premier jour du 4e mois. Ça veut dire que dans mon exemple de ma mensualité à 1200, bon certes, je vais avoir une perte de revenus qui va être compensée ou pas par mon régime de prévoyance collective ou individuelle. C'est pour ça que c'est aussi bien d'évoquer la prévoyance individuelle ou collective en même temps qu'on parle de l'assurance emprunteur, parce que si pendant ces 3 mois, j'ai que la sécurité sociale et j'ai pas de complément ou pas assez, je vais devoir quand même payer mes mensualités alors que j'ai moins de revenus. Bon. Le problème va être un petit peu atténué à partir du 4e mois parce que je vais avoir une prise en charge de la mensualité par la compagnie d'assurance qui paiera les mensualités auprès de la banque. Vous avez certains contrats d'assurance décès qui sont soumis à ce qu'on appelle un délai de carence. Le délai de carence, c'est un délai entre la souscription du contrat et la prise d'effet de la garantie. C'est-à-dire que vous souscrivez aujourd'hui, mais si vous avez le risque qui se réalise le mois suivant, si vous avez un délai de carence, en fait, il n'y a pas de droit d'indemnisation. Vous comprenez la différence entre le délai de franchise et le délai de carence. La prévoyance individuelle, typiquement, je souscris un contrat aujourd'hui. Si je suis en arrêt demain, ça va pas marcher. Il y a un délai de carence. En général, il est de 3 mois. Pour les contrats dits d'assurance dépendance, qui sont de plus en plus au goût du jour avec le vieillissement des populations et les cas constatés d'augmentation de perte d'autonomie, on a des clients qui souscrivent des contrats pour faire face à la dépendance, donc questionnaire médical obligatoire, et on impose, les assureurs imposent des délais de carence. Ça veut dire que si la personne est diagnostiquée par exemple Alzheimer ou Parkinson 6 mois après la souscription du contrat, il y a une carence de 12 mois, donc il n'y aura pas de garantie en fait qui sera activée à ce moment-là. Le délai de franchise, c'est important. C'est ce qui coûte cher dans les prêts, c'est l'incapacité temporaire de travail. Le délai de franchise, c'est pas parce que la banque vous propose 90 jours vous êtes obligé de partir sur 90 jours. Moi, je constate quand je fais les contrats de prévoyance collective de nos clients entreprises ou de nos prospects, je regarde bien le délai de franchise et effectivement, vous avez des fois des chefs d'entreprise qui me disent Arnaud, moi, je veux limiter la propagation des arrêts maladie, donc mes salariés, je veux qu'ils commencent à être indemnisés. Par exemple, pas la première année d'ancienneté. On peut conditionner l'indemnisation de la prévoyance collective dans les entreprises, on peut imposer un délai.
Donc je vous laisse imaginer le cadre qui payait 1 200 € par mois de mensualité, qui a changé d'employeur et qui a un complément d'indemnisation par la prévoyance collective au bout d'1 an, mais qui a fait son prêt quelques mois après. Il a intérêt à avoir, dans cet exemple-là, notre client, notre individu a intérêt à avoir un peu d'argent de côté, puisque finalement il aura une franchise à imposer pour l'assurance emprunteur, et puis surtout il n'aura pas de complément d'indemnisation. On parle de substitution d'assurance, c'est quand on change d'assurance emprunteur pendant la vie du prêt. Et on peut avoir une délégation d'assurance, c'est en général quand on va proposer une assurance emprunteur différente, mais lors de l'établissement de la proposition de votre plan de financement. Je vais vous parler de 5 idées reçues qu'on a sur le changement d'assurance de prêt dans votre voiture, à votre domicile, dans votre cuisine ou au bureau, ou lors de votre séance de sport si vous nous écoutez. Notez bien ces 5 idées reçues, elles sont importantes, c'est peut-être le moment le plus important de cette émission. Si aujourd'hui vous souhaitez changer l'assurance de votre prêt immobilier ou tout simplement souscrire une assurance dans un autre organisme, j'ai des réponses claires à 5 idées reçues qu'on a sur le changement d'assurance. Première question, est-ce qu'on est obligé de prendre l'assurance de prêt proposée par la banque ? Et vous voyez que non, en fait, on n'est pas obligé. Par contre, on est obligé de souscrire une assurance qui fait référence à un socle minimum de garantie exigé par la banque. Par exemple, si la banque demande une franchise d'indemnisation de 60 jours pour l'incapacité temporaire de travail, l'ITT, eh bien, si je propose un contrat différent du contrat groupe qui a une franchise à 90 jours, on s'aperçoit à ce moment-là qu'il n'y a pas d'équivalence de garantie, puisque la banque c'était 60 et ce que je propose c'est 90. Donc là la banque elle va le refuser au titre qu'il n'y a pas l'équivalence des garanties. Par contre, si je propose dans le sens inverse un contrat individuel à mon banquier avec 60 jours de franchise et que lui propose 90 jours de franchise, le socle minimum je l'ai, j'ai même des meilleures garanties que ce qu'il me propose. Donc pas de souci, la banque acceptera. Faut savoir aussi que quand vous envoyez nous on le fait à l'agence pour le compte de nos clients, c'est dans nos process au GAN, à partir du moment où chez GAN Assurance vous souscrivez un contrat emprunteur, vous déléguez toute la paperasse à la compagnie et c'est notre service qui s'occupe de faire les recommandés, d'aller chercher les certificats d'adhésion auprès du banquier. C'est bien fait, c'est confort pour moi et aussi pour mon équipe qui s'occupe de ça, également mon associé Xavier que je salue au passage. C'est tout confort et c'est vrai que les papiers c'est une opération administrative qui est un petit peu lourde et donc faut savoir que quand on envoie une demande de substitution d'assurance, normalement la banque a 10 jours pour répondre. Je vous rassure, dans la pratique, ça se fait pas. Il y a une amende qui est possible, je crois, au niveau du code monétaire et financier. Mais j'ai regardé en préparant l'émission, à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'amende payée par les banques pour non-respect de ce délai. En fait, le banquier doit accuser réception de votre demande. Et à ce moment-là, à partir du moment où il aura accusé réception de votre demande, il va vous le signifier en retour. Et il va demander impérativement le niveau des garanties du contrat proposé par votre nouvel assureur et il va vous faire une réponse. C'est assez bien fait, on voit les garanties actuelles et les garanties proposées. En général, c'est sous forme de tableau et il va vous confirmer ou pas la conformité de votre équivalence de garantie. Si c'est pas conforme, il va vous le dire, on sera informé et à ce moment-là, on reverra les garanties. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, c'est quand même bien fait. Deuxième idée reçue, est-ce qu'on peut changer d'assurance d'emprunteur en cours de prêt ? Eh bien oui, c'est facilité encore plus avec la loi Lemoine. La loi Lemoine, elle permet également, ça c'est un vrai plus, de ne pas avoir de questionnaire médical si on emprunte moins de 200 000 euros, que c'est pour la résidence principale et qu'on a moins de 60 ans avant la fin du prêt. La loi Lemoine, c'est bien. Je pense que l'âge devrait être modifié et reculé puisqu'aujourd'hui on rentre de plus en plus tard dans la vie active. Les conditions d'emprunt sont plus compliquées. Faut en gros avoir une meilleure situation aujourd'hui qu'il y a 10 ans pour emprunter. Donc on rentre plus tard sur, on va dire, le marché immobilier et donc on fait des prêts qui seront remboursés plus tard aussi.
Donc oui, on peut changer d'assurance en cours de prêt. Je serai moins couvert si je change d'assurance pour un contrat emprunteur moins cher. Ben non, pas forcément. Ça, c'est encore une idée reçue. Moins cher, c'est tout simplement par rapport à votre situation, par rapport à votre métier. Vous pouvez très bien avoir des garanties équivalentes, voire supérieures, et payer moins cher, tout simplement parce que la prime sur un contrat groupe que vous avez à la banque, elle est calculée sur le capital emprunté. Donc si j'emprunte 200 000 euros, je vais avoir la même prime, mais elle sera toujours calculée sur 200 000 euros. Alors que si j'ai un contrat individuel, j'aurai forcément l'équivalence des garanties puisqu'elle est imposée par la banque. Mais par contre, je vais payer une prime de moins en moins cher, pour faire simple, parce que au fur et à mesure que ça me nuise, mon capital reste tendu, et on recalcule tout simplement la prime d'assurance. Autre idée reçue, seules les personnes jeunes et en bonne santé ont intérêt à changer d'assurance de crédit. Ben non, c'est pas forcément une bonne idée. Une idée reçue en tout cas, c'en est une. On peut très bien changer d'assurance emprunteur à 45 ou 50 ans. Il n'y a aucun problème là-dessus. Encore faut-il effectivement que vous n'ayez pas eu de problème de santé, parce que lorsque vous avez un contrat d'assurance, vous avez forcément ce qu'on appelle un fait générateur. Ça marche aussi pour les assurances de biens, pas que des personnes. C'est-à-dire qu'au moment où vous souscrivez votre contrat auto, votre véhicule n'est pas sinistré. Au moment où vous souscrivez votre contrat emprunteur, vous avez une déclaration d'état de santé. Bien sûr, si vous avez eu des pépins de santé et que vous changez d'assurance emprunteur, il faudra resouscrire donc un nouveau contrat en signalant ces faits médicaux qui vont peut-être entraîner une exclusion, une surprime. Donc c'est pas forcément une bonne idée de faire ça. J'ai le cas moi il y a vraiment une discrimination sur fumeurs, non fumeurs. Les fumeurs en général payent quand même beaucoup plus cher. Donc déjà c'est pas forcément bon de fumer, mais pour votre portefeuille c'est pas bon non plus. Et on me pose souvent la question de est-ce que je dois déclarer si je fume ou si je fume pas. Attention, on considère que vous êtes non fumeur à partir du moment où vous avez arrêté la cigarette dans les deux années précédentes. Bien sûr que si demain vous avez déclaré que vous étiez non fumeur et que vous devez activer le contrat d'assurance emprunteur pour même pas une conséquence de la cigarette, mais tout simplement un fait médical qui nécessite une analyse, les médecins aujourd'hui arrivent à voir que vous fumez, et donc avant de vous indemniser pour autre chose que les conséquences du tabagisme, ils vont dire attendez, dans le questionnaire médical vous aviez déclaré que vous fumiez pas. Or, nous, on trouve que vous fumez, donc c'est une fausse déclaration. Fausse déclaration, il n'y a pas de prise en charge possible par l'assurance. Donc attention, ne mentez jamais sur un questionnaire médical. Et enfin, dernière idée reçue, les tarifs de l'assurance peuvent augmenter en cours de contrat si on est en délégation d'assurance. C'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait vrai. Le principe d'une assurance individuelle, c'est que la prime va baisser puisqu'elle est calculée sur le capital restant dû. Mais on va croiser en fait cette évolution négative de la prime avec la prise de l'âge, et donc la possibilité de, effectivement, à 50 ans, d'avoir peut-être plus d'incapacité de travail qu'à 25 ans. Donc, vous allez avoir une prime qui va augmenter pour ces raisons-là. Donc, en assurance de groupe, on va être linéaire. En assurance personnelle individuelle, on va être sur une prime qui va bouger, qui va à un moment donné peut-être augmenter, puis après diminuer. Voilà. Ça, c'était vraiment les 5 idées reçues pour changer d'assurance emprunteur. Je vous recommande de venir nous voir à l'agence. Vous pouvez bien sûr nous contacter. Pour ça, vous allez sur le site de Radio Grand Lac et vous aurez toutes les informations nécessaires pour entrer en contact avec mon agence et avec moi. Comment choisir son assurance emprunteur, comment faire le meilleur choix, ça dépend de son profil. Il n'y a pas de solution type, c'est vraiment des solutions personnalisées. Lors d'une prochaine émission, parce que c'est un sujet qui revient beaucoup, je pourrais vous expliquer en détail sur un exemple concret qu'est-ce qu'on peut économiser sur une assurance emprunteur. Moi, je constate aujourd'hui que l'assurance emprunteur fait en moyenne économiser 30% représente en tout cas 30% du coût du crédit. Et c'est vrai qu'à l'époque où les taux sont quand même assez élevés, renégocier son assurance emprunteur ou prendre une assurance emprunteur différente de celle de la banque dès le départ, ça permet de réaliser des économies. Le dernier en date que j'ai fait, le dossier le plus important, il y avait une économie sur le foyer de 80 € par mois. C'est énorme. 80 € par mois. On en fait des choses avec 80 €. On peut se faire plaisir. On peut épargner pour sa retraite. On peut faire plaisir à ses enfants et préparer tous les projets qu'on a envie de préparer grâce à ces économies. L'émission touche à sa fin. Pour moi, ce sera la dernière de l'année. Je vous retrouverai en début d'année. Les émissions du jour, à 13h, on aura Demandé le programme avec Sandra et Christine. À 17h, on aura Les Murmures du Lac avec mon ami Romain. On va parler viager aujourd'hui.
Et à 18h, on aura 9 de 1 Partez avec Thomas, Driss et Justine, émission de sport avec Karine Duboucher-Revol en invité. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et je vous dis à l'année prochaine et passez de bonnes fêtes. Radio Grand Lac.